Le monde a-t-il changé? L'école a-t-elle suffisamment changé? Que devons-nous faire aujourd'hui pour garantir l'avenir de nos enfants? Le fondateur de l'école scientifique et technologique OPEM, attendait Observatoire panafricain pour l'école et les métiers, qui fait le pari de former les ingénieurs dont le pays a besoin pour le développement industriel, est avec nous pour réfléchir autour du thème. Nos enfants réussiront-ils dans le monde de demain avec l'école d'aujourd'hui? Docteur José Afano, il est accompagné de Madame Grace Dédé Koueviakwe, elle est la coordinatrice de projet AOPM. Bonsoir à tous et bienvenue dans Monde du Travail sur Pyramide FM. Au cœur de Lomé, une grande radio. Pyramide FM. Pyramide FM. Nos enfants réussiront-ils dans le monde de demain avec l'école d'aujourd'hui? C'est le thème de Monde du Travail du jour avec deux invités en studio avec moi. D'abord, Dr José Afanou. Il est le fondateur de OPM. Il est accompagné de Grace Dédé Koueviakwe, coordinatrice de projet OPM. Docteur Afanou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir chers amis, auditrices et auditeurs de Radio Pyramide. Ça fait un moment. Ça fait un moment, c'est vrai que c'est un studio qui m'est familier, mais ça fait un bon bout de temps que je suis plus passé. Je suis maintenant arrivé. OPM, comment ça va là-bas? Ça va très très bien à OPM. La preuve, c'est qu'on essaie de déployer nos ailes ailleurs. Oui, ouais. C'est ce qu'on constate. On comprendra tout ça dans les détails tout à l'heure. Tout à fait. Vous n'êtes pas seul ici en studio, vous êtes accompagné de Madame Grace Koueviakwe. Madame, bonsoir et bienvenue. Oui, merci. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Je suis Madame Koueviakwe Dédé Grace Patricia. Je suis coordinatrice de projet AOPEM, chargée du cours de laboratoire de physique, de technologie et de l'informatique. Je suis le responsable de laboratoire. Voilà, on comprendra tout à l'heure tout ce qui se passe là-bas, surtout que vous savez vous qui gérez les projets. Vous nous donnerez davantage de précision sur l'ensemble des projets qui sont gérés de l'autre côté. Et pour entrer un peu dans le vif du sujet, Dr Afanou, les parents souhaitent avant tout que leurs enfants obtiennent de bons diplômes. Et pourquoi dites-vous souvent que le diplôme seul ne suffit plus? Non, le diplôme seul ne suffit plus. Le diplôme, d'abord, il faut savoir que le diplôme n'est pas un sésame pour l'emploi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on ne va pas à l'école pour acquérir des diplômes, loin de là. C'est un concept de l'école coloniale, en fait, qui a été mis en place en Afrique. Nous rentrons dans nos études pour avoir le CEPD, le BPC, le Bac 1, une licence, etc. En fait, c'est une obsession pour nous. Nous pensons que ces papiers constituent la finalité de l'éducation. Et je parle même de la course au diplôme, en fait. Dans certaines universités, il n'en est pas là. On ne va pas à l'école pour avoir un diplôme. Oui, on va à l'école pour acquérir des compétences. On ne met pas un enfant dans un atelier de coiffure, de maçonnerie ou de menuiserie pour que l'enfant revienne le lendemain ou 2 ans après avec une attestation. On met un enfant en apprentissage pour que l'enfant revienne avec des compétences. Ce qui manque en Afrique, ce sont des compétences. Si vous avez des compétences, vous pouvez voler d'emploi en emploi. L'emploi viendra même vous chercher. Mais vous pouvez amasser le temps de diplôme que vous avez aujourd'hui. Les statistiques montrent clairement que plus de 50% de ceux qui sont diplômés sont des chômeurs. Voilà, le monde n'a pas besoin de diplôme. Le monde a besoin de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est ça que l'Afrique en a besoin. Les diplômes ne suffisent pas. Alors, quels sont alors les métiers qui offriront de plus d'opportunités dans les prochaines années? C'est une bonne question. Avant de répondre à cette question, il faut faire le tour sur ce que nous avons autour de nous. Le monde a évolué. Le monde évolue inexorablement. Qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on s'en rende compte. Il y a de cela 5 ans ou peut-être 10 ans, pour aller d'un point A du Togo à un point B, je parle du Togo, je peux parler du Ghana, du Tchad, de RDC, un peu partout, dans une zone le plus reculée qu'il soit, pour aller d'un point A à un point B, il faut s'arrêter pour demander les rues, pour demander aux voisins comment est-ce que je peux faire pour aller à cet endroit, en fait. Aujourd'hui,
Vous demandez juste des coordonnées GPS de cet endroit et vous y rendez sans la moindre question en fait. La question c'est de savoir qu'est-ce que l'Afrique a apporté comme technologie dans cette évolution. Aujourd'hui, on fait des livraisons par drone dans plusieurs villes occidentales. Vous avez des taxis sans chauffeur, sans conducteur. Vous avez également des supérettes, des supermarchés dans lesquels vous pouvez, je dirais, une aide, aller faire vos courses, vos achats sans une caissière. Vous remplissez vos caddies, vous passez les articles au scanner, vous payez et vous sortez en fait. Hein. Aujourd'hui, nous avons des trains qui vont à la même vitesse qu'un avion, avec des avions eux-mêmes qui sont en perpétuelle mutation au niveau de la géométrie, au niveau de l'énergie et au niveau de la consommation. Le monde évolue énormément. Hier encore, nos mémoires de stockage sont les floppies, les CD-ROM, les DVD, les disques durs, les clés USB. Aujourd'hui, nous emmagasinons dans les clouds avec l'IA, une intelligence artificielle qui est à côté de nous. Nous avons des sociétés qui comptent plus de 1000 travailleurs en Chine qui sont dirigés par des humanoïdes en fait. Le monde évolue. Le monde évolue. Dans chacune de ces évolutions que j'ai mises en place, quel est l'apport de la technologie africaine? Voilà, donc c'est dire que ce n'est pas l'évolution qui transforme l'école, mais c'est l'école qui engendre l'évolution. Si nous n'avons pas mis en place un système éducatif développé, centré sur l'acquisition des compétences, le développement des projets, la réalisation des innovations, nous serons toujours à la traîne comme nous le sommes actuellement. Donc, il faut des compétences spécifiques qui doivent conduire, qui doivent préparer les jeunes scolaires à s'adapter en fait aux métiers de demain. Et ces compétences sont très simples. Les métiers qui nous ouvrent la porte demain, fondamentalement, c'est l'informatique. Nous avons l'informatique et donc si l'informatique est l'un des métiers phares qui nous ouvre les portes demain, si vous mettez votre enfant dans un collège et que l'enfant n'a pas dans son emploi du temps, dans son curricula, son tableau de service, 2 heures de codage, pas de programmation par semaine, je suis désolé, mais vous menez cet enfant malheureusement à l'abattoir. Excusez-moi un peu le terme en fait. Si vous n'avez pas, je dirais, en dehors de l'informatique, nous avons la robotique, nous avons l'automatisation, nous avons l'énergie, les énergies renouvelables, nous avons tout ce qui est intelligence artificielle dans l'informatique, nous avons le data scientist, le database, donc le monde est devenu numérisé en fait. Mais est-ce que l'école africaine s'adapte en fait à cette numérisation? C'est la question en fait que nous posons. Donc les métiers évoluent et demain, aujourd'hui déjà, et demain il y a beaucoup de métiers qui n'existeront plus. Donc aller à l'école aujourd'hui, c'est se préparer à développer des facultés cognitives qui vous permettront demain d'ouvrir les portes du monde entier et de ne pas s'orienter vers un métier défini. Voilà. Est-ce que de nos jours, les écoles sont réellement préparées face à cette réalité, Madame Kweviakwe? Ok, merci beaucoup pour la question. Donc, je dirais, il faut reconnaître les efforts accomplis. Mais dans de nombreux cas, l'école fonctionne encore selon un modèle conçu pour le siècle dernier, si je peux me permettre de le dire. En fait, l'enseignement, maintenant, est souvent centré sur la mémorisation des leçons, plutôt que sur la compréhension, la manipulation, sur l'application des connaissances. Les élèves apprennent beaucoup de théorie, mais n'ont pas le temps, n'ont pas cette chance de pouvoir expérimenter, de pouvoir comprendre réellement ce qui se fait. Donc, ça entraîne beaucoup de problèmes. L'utilisation des laboratoires sont inexistantes, si je peux me permettre de le dire, dans plusieurs établissements, alors que l'élève a besoin de comprendre à travers des manipulations. Par ailleurs, beaucoup de jeunes peuvent terminer et avoir leur diplôme, mais ont des difficultés à s'imprégner dans des domaines donnés. Merci. Alors, docteur José Afano, quelles en sont alors à ce moment précis les conséquences?
Oui, les conséquences, c'est de l'incapacité, en fait, des Africains. Ici, on parle au Togo, mais ce qu'on remarque au Togo, c'est un constat général sur l'école africaine. Donc, cette inadaptation de l'école avec la réalité, je dirais, évolutive, c'est de l'incapacité. Les Africains n'ont pas cette capacité d'innovation technologique, en fait. Nous ne sommes pas des acteurs des grands projets qui sont des projets révolutionnaires. Nous n'avons pas cette maîtrise technologique pour transformer nos environnements. Tout ce que nous faisons, c'est de la légèreté. Ce sont des petits projets que nous développons et nous semblons être satisfaits. Donc, il y a les chômages. Le chômage, en fait, le taux de chômage est galopant. Les entreprises, aujourd'hui, ont besoin des compétences que les travailleurs n'arrivent pas à produire. Tout ce qui est programmation, PLC, les automates programmables, les chaînes de distribution automatique, quand ils ont des difficultés, on a besoin des maintenanciers, des gens qui s'y connaissent vraiment en maintenance automatique, des mécaniciens, des électriciens, des automaticiens qui doivent pouvoir intervenir sur ces chaînes et notre école, notre système éducatif ne produit pas de telles capacités. Et il y a aussi ce qu'on peut appeler la sous-exploitation. Vous allez voir une personne qui sort maintenant avec une licence en allemand et qui se retrouve avec conducteur de tricycle, en fait. Ou quelqu'un qui a une licence en ISO-géo, après qui se retrouve en tant qu'éducateur quelque part. Donc, en fait, on va à l'école, mais on ne fait pas le travail adapté à l'école qu'on a été, et ce n'est pas un choix. C'est aussi une limitation parce que l'école n'a pas donné les facultés, les capacités cognitives nécessaires pour permettre, en fait, à ces jeunes de pouvoir se muter. Et l'inadaptation de l'école africaine par rapport à l'évolution universelle est un handicap conséquent, en fait, pour notre développement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'école à ce 21e siècle? Oui, l'école en ce 21e siècle est une école qui doit apporter à l'élève l'autonomie. Cette autonomie n'est apportée que si l'élève a la capacité de pouvoir développer. L'école de ce 21e siècle, comme ma collègue Koviakwe vient de le dire, c'est une école en fait qui doit être centrée sur l'esprit critique. Donc, ce que nous faisons par exemple à OPEM, ce n'est pas une école où on vient mémoriser, on vient copier une leçon qu'on mémorise, mais c'est une école qui est centrée sur le développement de la pensée, donc développement des projets en fait. D'abord, nous avons des projets informatiques que les élèves réalisent, nous avons un laboratoire où tout ce qui est fait en physique, en chimie, en SVT, les élèves passent au laboratoire, ils portent leur blouse et ils réalisent. Je ne parle pas d'une séance de laboratoire par-ci, par-là. Chaque élève a 2 heures d'informatique chaque semaine. Chaque élève a 2 heures de laboratoire chaque semaine et chaque semaine également, il a 2 heures de modélisation, c'est-à-dire le dessin assisté par ordinateur. Par la suite, dans le courant de l'année, on bloque une semaine où les élèves réalisent des projets. Donc, cette somme de connaissances ou d'activités font que les élèves développent des capacités. Et le monde a besoin des capacités. L'école aujourd'hui doit être une école qui confère un savoir-faire réel en fait à l'élève. C'est en faisant des petits projets, quand nous faisons les tours des projets que nous avons réalisés à OPEM, nous avons plusieurs élèves qui ont réalisé un robot quadrupède, il y a des élèves qui ont réalisé un véhicule intelligent qu'on peut envoyer à plusieurs centaines de mètres en fait. Ça, on est à un collège et un lycée en fait. Donc si l'école n'intègre pas la réalisation des projets au collège et au lycée, ça pose énormément un problème pour des jeunes qui vont sortir et qui vont aller à l'université. Grâce Koviakwe, à quoi doit ressembler aujourd'hui l'école moderne, selon vous? Ok, d'accord. Comme le docteur Afan vient de le dire, l'école moderne, selon moi, doit ressembler à une école qui crée, qui amène les élèves à être créatifs, qui amène les élèves à avoir une confiance en soi, qui amène les élèves à développer un esprit critique. Je prends par exemple l'exemple d'un élève chez nous. L'élève, déjà, quand on enseigne la science, et il se dit que c'est vrai, la science n'est pas abstrait comme les autres peut-être peuvent le penser que c'est difficile.
Mais quand tu amènes l'élève à se familiariser avec certaines manipulations, avec beaucoup de choses, il se dit, ah ok, il y a des choses qui sont possibles à réaliser. Et l'élève développe déjà des esprits critiques, il cherche à résoudre déjà des problèmes qui se posent dans son pays. Le temps de Corona, il y a un élève qui était venu nous voir et il a dit, il a vu que on avait besoin d'un dispositif de lave-mains, mais quand on ouvre le robinet, quelqu'un d'autre vient ouvrir, donc ça peut aussi passer par des infections. Donc il nous a dit qu'il a réfléchi, il a vu que il veut fabriquer une machine à lave-mains. Donc ça déjà, un élève qui n'est pas habitué à faire des manipulations, un élève qui n'est pas habitué à réaliser des petits projets n'aura pas l'idée-là de vouloir entreprendre quelque chose. Et c'est là, rapidement, vite fait, l'élève en question a réalisé la machine automatique de lavage de mains. Donc ça développe l'esprit de l'élève, de l'apprenant, un esprit d'entreprise chez les apprenants. Nous allons revenir maintenant sur le concept OPEM. OPEM, attendez, Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Docteur José Afanou, c'est vous qui avez eu l'idée de mettre en place cette école-là. Dites-nous pourquoi vous l'avez créée. Oui, OPEM, c'est une bonne question en fait. OPEM n'est pas une école juste qui est créée dans le paysage. OPEM, c'est le résultat de 17 années de recherche sur l'école et le développement. Moi, je vis à Bruxelles. J'ai fait mes études primaires et secondaires ici au Togo, où j'ai eu mon bac série E à Didogomé, puis je suis parti à Bruxelles où j'ai fait mes études d'ingénieur. C'est en Belgique que je me suis rendu compte que en fait, le concept éducatif en Afrique est complètement différent du concept éducatif européen. C'est le colon qui a mis en place l'école africaine. L'école africaine, c'est l'école togolaise, l'école béninoise, un peu l'école tchadienne, etc. Mais nous parlons aussi de concept, c'est-à-dire, je dis, l'entité vivante, l'entité vecteur, l'entité réelle qui sous-tend, qui pose les bases fondamentales de l'éducation. L'école africaine a je dirais, un objectif défini. C'est servir le colon. C'est arriver, en fait, à faire en sorte que les indigènes communiquent en français, en langue coloniale, pour pouvoir faire le rôle du commis, en fait. Mais j'ai été surpris par la structure éducative, le concept éducatif que j'ai vu en Occident. Ce que j'ai vu en Belgique, c'est pratiquement la même chose que vous verrez dans les pays développés. C'est en ce moment que moi qui me disais fort en mathématiques, physique, mais je me suis rendu compte que, en fait, je ne connaissais que la théorie, en fait. Mais l'enseignement occidental est très structuré. Et donc, j'ai passé 17 années à épulcher l'école africaine et l'école occidentale, et je suis concerné par le développement. Et je me suis rendu compte que si l'Afrique ne fait pas un travail profond, c'est pas de profond en fait, il y a eu des réadaptations, des modifications au niveau de l'éducation. J'en ai vu au Burkina, j'en ai vu au Gabon, au Togo également, au Nigeria, mais c'est très léger. Disons les choses convenablement. Si l'Afrique ne fait pas un lavage profond, une restructuration profonde en fait de son système éducatif, malheureusement, nous ne serons jamais développés. C'est sur cette base que j'ai conçu un programme particulier, un programme spécifique après 17 ans, et sur lequel j'ai conçu OPEM. OPEM est une école complètement différente. Il faut dire que c'est une structure dans laquelle nous avons 3 entités. Nous avons ce que nous appelons le CST, le Collège Sciences et Technologies, de la 6e jusqu'en 3e. Donc nous suivons le programme togolais. Je dis souvent que le programme togolais, c'est un programme universel. On a l'électrolyse de l'eau, poussée d'Archimède, la titimétrie, l'oxydoréduction. On enseigne ça à Kara, à Dapaon, à Klakou. On enseigne ça également à Liège, à Lille et à Washington. Tout dépend de la façon dont l'enseignement est fait. Voilà. Donc ça, c'est un concept. L'enseignement à OPEM est pratique je parle de la 6e en 3e. Tout ce que l'enfant fait en physique, comme Mme Kubiak vient de le dire, il part au laboratoire, il le réalise. La science, c'est de l'évidence, ce n'est pas de l'abstrait. Ça, c'est une première chose. Au collège, en dehors du programme togolais que nous suivons, nous avons un renforcement. Chaque élève a 2 heures d'informatique, 2 heures de technologie modélisation sur ordinateur et 2 heures de laboratoire. Et puis ces élèves ont 1 semaine de réalisation de projet. Donc à la fin de l'examen officiel, c'est-à-dire après le BPC, chaque élève revient
améliorer son projet pour pouvoir passer ce que nous appelons la certification. La certification, c'est comme une thèse d'ingénieur, en fait, qu'on présente, en fait, devant un jury. Quand nous allons au lycée, nous avons deux lycées. Nous avons un lycée scientifique et technologique. C'est ce que nous appelons le CST, en fait, lycée scientifique et technologie. Et puis, nous avons le lycée technique de qualification, LCT, voilà, lycée technique de qualification. Dans le lycée scientifique et technologique, nous pouvons préparer un bac D, un bac C, selon le programme togolais, mais toujours avec un renforcement du programme européen que sont l'informatique renforcée, la technologie et le laboratoire. Maintenant, dans le lycée technique de qualification, LTQ, nous avons les séries E, la série F1, la série F3, qui suivent le programme togolais, mais toujours renforcés, en fait. Donc, nous sommes au Togo, mais nous avons un bureau à Philadelphie, nous avons un bureau à Bruxelles, un bureau à Paris, un bureau en Allemagne, en fait. Et nous lisons ce qui se fait à l'international dans le domaine de l'éducation, et c'est pratiquement la même chose que nous faisons, en fait, dans OPEM. Donc, OPEM n'est pas une école, mais nous sommes plutôt un centre de développement des compétences scientifiques. Notre objectif, c'est de former des jeunes ingénieurs scientifiques, des médecins, des architectes, des pharmaciens, des chimistes, des informaticiens qui doivent pouvoir répondre en fait aux besoins, pas seulement du Togo, mais de l'Afrique demain. Donc voilà un peu le parcours en fait qui a conduit en fait à créer l'école OPEM, qui n'est pas un établissement où on va pour réussir au BPC, réussir au bac 1 ou réussir au bac 2. Ça, ce n'est pas notre préoccupation, ce n'est que secondaire. Ça fait combien d'années que vous existez? OPEM existe depuis 9 ans, donc ça fait déjà 9 ans que nous sommes ouverts à Baguida, et donc en septembre cette année, nous ouvrirons nos portes à Goethe-Télésou pour la population de cette zone. Voilà ce qui distingue OPM des autres établissements, mais on va revenir un peu plus. Ça fait 9 ans d'existence, monsieur le fondateur. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu les résultats? Oui. Prenez tout votre temps pour nous dire ce qui s'est passé en 9 ans. Oui, en 9 ans, c'est vrai qu'en 9 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il faut dire qu'on a commencé par une seule classe. Le concept étant spécifique, quand j'ai ouvert OPEM, j'ai ouvert avec la classe de 6e. Il n'y avait que la 6e. Voilà, donc c'est l'année qui a suivi que j'ai ouvert la 5e. Donc la 3e année, on a ouvert la 4e, mais on a ouvert également la seconde en même temps parce que les parents estiment que les élèves qui sont même en 5e ont des capacités, du moins sur le plan informatique et au niveau de la réflexion, qui dépassent leur grand frère ou grande soeur qui était en seconde. Donc ce sont les parents qui ont demandé en fait l'ouverture de la seconde. Donc j'ai dû ouvrir la seconde pour des élèves qui ont fait le collège ailleurs, qui n'ont pas fait le collège chez nous. Donc ça fait 4 ans en fait qu'on passe le bac 2 et nous avons presque toujours 100%. Bac 1, BPC, Bac 1, Bac 2. L'année passée, par exemple, au BPC, nous avons 3 élèves qui ont eu plus de 19 au BPC. Nous avons 3 élèves qui ont eu plus de 19 au BPC et il y a 5 qui ont eu, à part les 3 là, 5 qui ont eu plus de 18 au BPC. Nous sommes une école où l'enseignement est normal. Il faut dire que l'enseignement a une norme. C'est comme quand vous prenez votre véhicule, vous rentrez sur la voie, vous avez une obligation de rouler d'une certaine façon. Vous avez une obligation de respecter des codes, en fait. C'est de la même chose dans l'enseignement. Si vous ne respectez pas les codes normalisés de l'éducation, malheureusement, vous resterez toujours sans compétence. Mais quand l'enseignement est fait en respectant les normes, en fait, la science devient une évidence pour l'enfant. Tout ce qu'on enseigne, l'enfant l'intègre en réel. Notre capacité de comprendre, la capacité de nos élèves de comprendre ne se résume pas à la lecture d'un cours dans un cahier ou dans un syllabus. Nos élèves vivent les cours et les cours sont en eux. Ils comprennent réellement. Donc, l'enfant n'est pas obligé d'aller lire les cours. Ce qui fait que, d'abord, à OPEM, il faut savoir qu'il faut avoir 12 pour passer en classe supérieure. Donc, pour aller d'une classe de passage à une autre classe de passage, la moyenne minimale qu'il faut avoir, c'est 12. Et nous avons beaucoup d'élèves qui réussissent avec 18, 19, en fait. On a beaucoup. On a des élèves qui réussissent avec 20 sur 20. Voilà, cette année, par exemple, au bac 1, les résultats de bac 1, nous avons des élèves qui ont réussi avec mention TBI, en fait. Voilà, donc ils réussissent brièvement. Tout dépend de la façon dont l'enseignement est fait. Donc, nos résultats, c'est généralement 100% que nous avons, en fait, dans toutes nos branches. En dehors de cela, notre objectif, c'est
de préparer des élèves pour pouvoir intégrer des grandes universités prestigieuses à l'étranger. Donc, nous avons un contrat de partenariat avec plusieurs universités en Europe, en Chine, en Inde et aux États-Unis. Donc, les élèves qui réussissent au baccalauréat, les premiers élèves qui ont réussi au baccalauréat, nous en avons qui sont en 4e année en aéronautique en Suisse, certains sont au Maroc, certains sont en Belgique, d'autres sont en Allemagne. On a des élèves qui sont en France et qui poursuivent leurs études, en fait. Donc, la continuité, nous sommes conscients que vu la densité d'éducation que nous imprimons aux élèves au collège et au lycée, du moins pour l'instant, nous n'avons pas la capacité de produire la même chose dans l'université. Nous arriverons là, certes, et nous encourageons nos étudiants, après le baccalauréat, à partir à l'extérieur. Mais il faut aussi préciser que nous ne formons pas des jeunes pour l'étranger. Notre concept, c'est le développement endogène du Togo et du continent africain. Donc, nous encourageons ces élèves à développer des compétences à l'extérieur et à revenir pour le développement du continent. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à nos résultats. Bon, nous parlons de développement industriel. Et je dis souvent qu'il n'y a pas de développement de pays développés qui ne soient industrialisés. Ce ne sont que les pays richement industrialisés qui sont des pays développés. De l'autre côté, quand vous prenez tous les pays qui sont des pays industrialisés, ils sont aussi de facto des pays développés. C'est-à-dire, la qualité demande de l'investissement. Si vous voulez un enseignement qualitatif, un enseignement d'excellence, vous avez cette obligation de vous investir. Quand vous faites le tour des écoles primaires et secondaires dans les pays développés, vous prenez la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, la Hollande, etc., vous allez au Canada, aux États-Unis, vous ne trouverez jamais une classe dans laquelle vous aurez plus de 26 élèves. Le maximum que vous trouverez, c'est peut-être 22, 24, 25 élèves que vous trouverez. Vous avez même 18 en fait. Donc, si ici au Togo, au Tchad, au Kenya, j'en ai vu des classes dans lesquelles on a 130 élèves, 140 élèves, malheureusement, ce n'est pas de l'éducation. C'est la norme, je parlais tout à l'heure de la norme éducative. L'enseignement a une norme qu'il faut respecter. Donc, c'est cette norme que nous appliquons en fait au PEM. Nos classes doivent contenir maximum 20, 25 élèves en fait. Nous n'avons pas des salles de classe dans lesquelles nous mettons 30 élèves, 40 élèves, 60 élèves. Donc, c'est le fait que nos classes sont limitées à une norme, je dirais, restreinte d'élèves. Ça facilite le travail des enseignants. Ça facilite le travail d'informatique, le travail de laboratoire et le développement des projets. Mais si, malheureusement, vous avez des salles pléthoriques, vous avez 100 élèves, ne fût-ce que 60, 90 élèves dans une classe, évidemment, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Nos élèves, quand Mme Kebiako parle de laboratoire, chaque élève porte sa blouse, il va au laboratoire, il fait ses manipulations lui-même. Donc, si on doit travailler sur le montage en série parallèle, chaque élève dispose des platines sur lesquelles il a ses résistances, il a son alimentation et il doit faire son câblage, il doit faire ses mesures de tension et de courant. Maintenant, si nous avons 100 élèves, on ne peut pas le faire. Ces bases sont fondamentales. L'Africain, je dirais, contourne, le manque de volonté en disant que nous n'avons pas les moyens. Et c'est pour ça que nous faisons ça. Ce n'est pas une question de moyens. Il faut savoir que c'est seule l'école qualitative qui confère les compétences et c'est la somme des compétences qui développe. Si nous produisons des jeunes qui sortent des lycées, des universités et qui sont vides de compétences, malheureusement, nous ne pourrons jamais arriver en fait à un développement national, voire continental. Il faut dire que c'est les capacités, les compétences qui permettent une ouverture d'esprit. Quand moi j'ai ouvert cette école en 6e, déjà en 6e, un élève avait demandé on avait un jardin, on avait un petit jardin dans l'établissement. Il avait demandé à fabriquer un système d'arrosage automatique. Si l'enfant n'a pas les compétences, si les cours qu'il reçoit ne lui donnent pas ses capacités de pouvoir fabriquer un jardin automatique, il ne va pas le penser en fait. La sonnerie que nous avons à OPEM par exemple, c'est une sonnerie automatique. Avant, c'est un élève qui sortait et qui sifflait. À la fin des heures, l'enfant sortait 1 minute avant la fin du cours et il sifflait dans l'escalier. Un jour, l'enfant a sifflé et il a dit qu'il ne veut plus siffler.
et que ce qu'il apprend en informatique, il va pouvoir développer une sonnerie qui va sonner automatiquement quand il est l'heure. Depuis 3 ans, la sonnerie que nous avons, c'est une sonnerie automatique. Ça sonne toute seule. L'enfant qui a fabriqué la machine de lavage automatique dont Mme Kodiakou parlait tout à l'heure, c'est l'initiative pour moi est beaucoup plus importante que la fabrication. Donc l'enfant est venu un matin, il dit que oui, il y a des machines de lavage des mains, mais il faut appuyer sur une pédale pour avoir du savon et sur une autre pédale pour avoir de l'eau. Et il dit, si un handicapé arrive là-bas et il n'y a personne qui va l'aider, comment il va faire pour pouvoir se laver les mains? Lui, il pense que avec l'informatique, il doit... Donc en fait, c'est là où la notion de capacité est très importante. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que l'école me confère chaque jour? Et si nous n'avons pas cette réalité, si l'enfant, chaque jour, en rentrant à la maison, nos parents, les parents de nos élèves disent que quand les enfants de OPEM rentrent à la maison, c'est comme si c'est eux qui sont des décideurs. Donc, ils s'imposent. Et un autre parent répond que c'est parce que l'enfant sait qu'il a des compétences. Ce que Mme Kodiakou vient de dire, un enfant qui est en 6e, qui décide à ne plus utiliser une calculatrice, mais qui a fabriqué sa propre calculatrice, en fait. L'enfant sait qu'il peut, il a des compétences, en fait. Et c'est vers les compétences que nous devons rediriger notre système éducatif si nous voulons réellement le développer. Avant de continuer, il y a des questions qui ont été envoyées par les auditeurs, notamment M. Komi de Zanguera. Sa première question, qu'est-ce qui bloque à pouvoir changer cette inadaptation de l'école? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je dis souvent que nous, Africains, nous ne connaissons pas la valeur de l'éducation. Nous ne mesurons pas l'importance de l'école. On dit tant vaut l'école, tant vaut la nation, mais ce n'est qu'une phrase en fait. L'école est la structure. Nous pensons que j'envoie mon enfant étudier en Europe, j'envoie mon enfant étudier en Chine parce que ces pays sont développés et donc ils ont créé des écoles modernes. Ces pays ne sont développés que parce qu'ils ont mis en place des écoles excellentes, en fait. C'est l'école qui fonde le développement, c'est l'école qui forme la ressource humaine qui transforme, en fait. Fabriquer un avion, fabriquer une navette, fabriquer des vaisseaux spatiaux et fabriquer un bateau, ce ne sont que les fruits des acquisitions des compétences. Donc, si nous arriverons un jour à identifier ce que c'est que l'école, l'entité école, et que nous connaissons vraiment ce que c'est que cette structure, je dirais que la volonté viendra et que nous allons mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans l'école, dans la structure de l'école, dans l'organisation de l'école, dans la formation des enseignants, dans l'équipement de l'école, dans la pédagogie éducative, l'acquisition des ouvrages, et ça nous permettra en fait d'amorcer un vrai développement. Sinon, ce que nous faisons actuellement, nous subissons, quand vous voyez malheureusement beaucoup d'Africains aujourd'hui, ils vendent des produits qui viennent de la Chine. Je n'ai rien contre les Chinois, mais je préfère que ces produits soient fabriqués chez moi, ici, au Togo en fait. Et quand on vend des produits qui sont fabriqués à l'extérieur, ceux-là, ils savent que nous avons besoin de ces produits et ils les fabriquent. Et quand nous vendons, nous sommes très contents. Pourquoi nous ne pouvons pas les fabriquer? Nous pouvons fabriquer tout ce que les Chinois ont fabriqué, nous pouvons le faire. Je ne peux pas dire non. Il y a 2 ans, nous avons été consultants de l'UNICEF pour le ministère de l'Éducation. L'UNICEF nous a demandé d'élaborer un référentiel sur les normes et les standards d'enseignement des sciences. En fait, l'UNICEF nous a demandé d'élaborer ça. Par le passé, nous avons été consultants de l'UNESCO et de l'Union africaine pour lesquels nous avons fait plusieurs missions à Addis Abeba, nous avons produit plusieurs ouvrages. Donc, je ne peux pas dire que l'UNICEF n'est pas conscient, en fait, de cette inadaptation. Chaque entité, je peux dire, fait son effort. Mais je reviens toujours à la question du fait que nous gérons l'éducation comme nous gérons d'autres branches d'activité de la société. Mais la nation est fondée sur l'école. Si l'école est mal orientée, la nation ne développera jamais. Il y a lieu de reconceptualiser. L'école africaine a un concept que j'appelle colonial. Il y a lieu de reconceptualiser l'école africaine. Et c'est très profond, en fait, ce que je dis. Il ne s'agit pas d'un toilettage, mais il faut poser les vraies bases d'un fondement d'une école moderne et qui, fondamentalement, en moins de 5 ans, 10 ans, va donner des fruits. Parce que ça fait 9 ans que nous avons créé OPEM et ce que nos élèves ont produit et produisent,
Mais ça fait plaisir. Et notre souhait, c'est de voir ça grandir peut-être ailleurs dans le pays et ailleurs sur le continent. Une dernière question, la mise en place de la technologie dans nos écoles est-elle coûteuse? Oui, une école de qualité a besoin de ressources. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que la méthode d'enseignement même doit évoluer. Aujourd'hui, on a parlé de pédagogie, on parle beaucoup plus aujourd'hui de technopédagogie. Vous ne pouvez aujourd'hui enseigner sans utiliser les nouvelles technologies. La simulation en chimie, Madame Kobiako utilise beaucoup des logiciels de simulation en physique, par exemple, et toutes ces structures demandent de l'argent. Nous avons à OPEM des écrans dans tous nos salles de classe, nous avons des projecteurs où tout ce qui est enseigné est réel. Quand nous avons un cours d'histoire qui porte sur la région, ou un cours de géographie qui porte sur la région des savanes, vous avez des élèves qui sont nés ici à Lomé qui n'ont jamais été étudiés. Mais nous allons sur Internet et nous allons dans la région des savanes et l'enfant voit comme s'il était là en fait. Donc l'enseignement doit être revu en profondeur et ça demande beaucoup d'équipement. Quand nous parlons de laboratoire, nous avons des produits que nous achetons en France à 400 € et que nous faisons transporter ici à 800 €, c'est-à-dire 2 fois le prix de l'achat. Et donc, si vous ne voulez pas mettre de l'argent dans l'école, vous ne pouvez pas produire de la qualité. Mais ce que nos élèves acquièrent à travers cet investissement, c'est très important. Donc, cette expertise est quelque chose qui ne doit pas être mesuré au niveau de l'apport financier, mais doit être mesuré au niveau de l'apport de la ressource humaine, la capacité que cela va apporter en fait à la jeunesse. OPEM a vu le jour à Baguida. Oui. Aujourd'hui, on parle d'une annexe à Agouet-Télissou. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, c'est tout à fait. Nous sommes en campagne à Agouet-Télissou depuis bientôt 2 mois. Et en septembre, OPEM verra le jour à Agouet-Télissou. Vous avez l'entreprise de l'Union. Un peu plus loin, vous avez la station Zéner. Et nous sommes juste derrière la station Zéner. Si vous allez même sur Google Maps et vous tapez OPEM Agouet Lomé Nord-Ouest, vous allez tomber sur notre localisation. Vous pouvez toujours nous appeler au 93 39 41 39 pour 96 53 54 99. Voilà, le deuxième numéro en fait, pour pouvoir avoir des informations. Il faut dire que l'ouverture à Agouet, c'est une demande des parents depuis 7 ans. Voilà, depuis... Ils sont plus nombreux là-bas, c'est pourquoi vous êtes allé de ce côté ou comment? Oui. Et il faut dire que dans tout le pays, la densité de la population éducative se trouve à Agouet et à Didogomé. C'est la zone où vous avez une plus forte concentration de la jeunesse éducative, que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire 1, secondaire 2 et au niveau de l'université. La densité de la population éducative se trouve dans cette zone, en fait, cette grande zone d'Agouet, à Didogomé, à Detikopé et aux environs. Mais depuis 7 ans, les parents nous appellent régulièrement pour demander à ce qu'on mette en place soit un bus qui dessert la région ou soit qu'on vienne ouvrir à Agouet. Nous avons reçu des élèves qui ont passé leur bac l'année passée et qui venaient de Legbassito. De Legbassito pour venir à OPEM, ça fait entre 25 et 30 km. Et l'enfant a fait ça tous les jours pendant 3 ans. Nous avons des élèves qui viennent d'Adidogomé. Nous avons des parents qui ont leur maison à Agouet et qui ont quitté Agouet, qui sont installés à Baguida à côté de l'école pour mettre leurs enfants dans l'établissement. Et donc, pour permettre en fait à cette grande population de bénéficier également de cet enseignement d'excellence, nous avons décidé de nous ouvrir à Agouet, Télissou à partir du mois de septembre. Grâce à Kouéviakoué, que trouveront les parents sur place à Agouet, Télissou, sur le nouveau site? D'accord. Bon, sur le nouveau site, les parents trouveront un encadrement rigoureux, une salle de laboratoire équipée. Ils trouveront également une salle d'informatique équipée parce que nous aurons à donner des enseignements qui sont basés sur la science, la technologie. Donc, ils auront à faire des laboratoires et plein de choses. Ils auront aussi à avoir accès à une formation scientifique et technologique.
On revient encore une fois au niveau du fondateur. Il a l'idée, et une question de curiosité avant de continuer. Vous déployez tout ça, et vous gagnez quoi en retour? Parce que tout ce que vous citez, je ne sais pas si c'est les écolages, l'écolage qui va couvrir ça. Non, l'écolage ne couvre pas. À Baguida, actuellement, nous avons 130 élèves et l'écolage ne couvre pas. Et il faut dire que nous avons, par exemple, dans le lycée technique de qualification, 2 ateliers. Nous avons un atelier ajustage. Ceux qui sont des mécaniciens savent combien coûte un atelier d'ajustage. Nous avons un atelier de machine-outils dans lequel nous avons des tours que nous avons ramenés de la Belgique, des fraiseuses que nous avons ramenées de la Belgique. Ceux qui sont des mécaniciens savent combien ça coûte. Nous remercions ici également, c'est l'occasion, le ministère qui a accepté l'organisation des épreuves anticipées du bac 1 et du bac 2, série E et F1 dans nos ateliers. Donc nos élèves sont évalués au bac 1 et bac 2 sur leur machine de fabrication, de formation plutôt. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons vraiment apprécié. C'est beaucoup d'énergie que nous avons mis en place là-bas et ça ne rapporte pas. Les frais scolaires ne couvrent pas ces besoins, ça loin de là. Mais vous devez savoir que Franck Fanon disait dans un de ses écrits en 1961 que chaque génération doit, d'une manière ou d'une autre, reconnaître ses défis, l'assumer ou le transgresser. Nous, notre génération, a cette obligation de permettre à l'Afrique de sortir de la pauvreté. Et sortir de la pauvreté passe par l'acquisition des compétences qui conduit à l'industrialisation. Nous avons des matières premières que nous n'avons même pas les capacités d'identifier. C'est-à-dire, peut-être en dessous de nous, ici, on a du pétrole. Mais nous n'avons pas des capacités pour savoir que nous avons du pétrole ici. Agoët Téléso, pour ne pas vous couper, puisqu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Quelles sont les activités prévues dans le cadre de la prochaine ouverture? Voilà, à Agoët Téléso, nous avons prévu 2 grandes activités, c'est-à-dire le samedi déjà 13 juin, nous avons une journée porte ouverte. De 7h jusqu'à 16h, nous invitons massivement les parents à... 13 juin. 13 juin, ce samedi, une journée porte ouverte où les élèves réaliseront ce qui se fait à OPEM. Donc, c'est une visite réelle que les parents sont invités, conviés avec les élèves à venir sur. Les parents qui veulent avoir beaucoup plus d'informations peuvent nous appeler sur le 93 49 31 49 ou le 96 53 54 99. En dehors de cette journée porte ouverte, le 29 juin, donc du 29 juin jusqu'au 8 juillet, nous avons ce que nous appelons OPEM Junior Tech. C'est une sorte de cours de vacances, mais articulé autour de 3 activités uniquement. La programmation, le dessin technique et le laboratoire. Donc, il n'y a que ça que les élèves feront de 8h jusqu'à 14h. Donc, c'est une activité qui couvre 2 semaines et nous invitons également les parents à venir assister, en fait, avec les élèves, en fait, à ces 2 activités. Maintenant, pour finir cette émission, Dr José Afanou, est-ce que vous avez un message particulier aux parents? Oui, chers parents, si j'ai un message à passer aux parents, c'est leur dire que le plus grand héritage que nous laisserons à nos enfants, ce n'est pas, je dirais, une grande maison, ce n'est pas un grand terrain, ce n'est pas un pack de véhicules de luxe en fait, mais c'est une éducation qui permet à nos enfants d'ouvrir toutes les portes du monde. Et pour cela, nous les invitons à venir à OPEM, à Agoët Téléso, le 13 juin, où s'ils ont des questions, de nous appeler. Je rappelle encore nos numéros de téléphone, le 93 49 31 49. Ou le 96 53 54 99. L'éducation, l'enseignement de qualité, l'orientation de l'école moderne, le centre de ce développement, c'est à OPEM.